Bonjour et bienvenue à un nouvel atelier d'analyse fiscale concernant l'achat d'un bien immobilier, ses influences fiscales en cotisation sociale et ses flux financiers. Nous avons vu dans un premier module l'acquisition classique par un particulier, qu'il soit chef d'entreprise ou pas, d'un bien immobilier et son financement par un crédit hypothécaire classique. Nous avons vu dans un deuxième module l'acquisition plus particulière d'un bien à 100% en pleine propriété par une entreprise et sa mise à disposition de son dirigeant à titre gratuit. Une troisième méthode pour acheter un bien immobilier, qui est plus proche du module numéro 1, donc c'est une acquisition en personne physique comme particulier d'un bien immobilier. La société ne sera propriétaire ni de près ni de loin du bien, avec l'avantage indéniable de ne pas avoir de taxation sur une éventuelle plus-value au sein de la société. Mais nous allons agrémenter, nous allons améliorer la situation via un financement partiel ou total par un engagement individuel de pension, parfois aussi appelé assurance groupe. Avant d'aborder le montage lui-même, nous sommes obligés de faire un petit détour par des techniques de financement qui, dans un premier temps, ne sont pas des techniques fiscales. Ce sont des techniques bancaires qui apportent certaines modifications par rapport à un crédit classique. Pour faire simple, si nous regardons un crédit classique, comme nous l'avons vu dans le module numéro 1 d'acquisition, notre emprunteur fait un trou, rembourse le trou par une mensualité tous les mois. Cette mensualité est en fait la somme de deux montants, un montant représentant les intérêts, c'est-à-dire le bénéfice du banquier, et un autre montant, le remboursement de capital, qui vient au fur et à mesure de la vie du crédit rembourser le trou, c'est-à-dire le crédit, pour arriver au bout de l'échéance, que celle-ci soit de 15, 20, 25 ou 30 ans, vient finir par remplir définitivement mon trou et donc solder intégralement mon crédit. Jusque-là, pas de souci. À côté de ce crédit hypothécaire classique, existe un autre crédit hypothécaire, au risque de me répéter, qui n'a rien de fiscal au départ, qu'est-ce qu'on appelle un crédit à reconstitution, parfois appelé crédit bullet, qui est l'équivalent pour les initiés du straight loan en société, mais à plus long terme. Comment se passe cette technique? C'est relativement simple. Notre acquéreur, personne physique, particulier, achète sa maison, comme dans le module numéro 1, la société n'est absolument pas partie, et emprunte auprès de la banque, contre une mensualité qui est constante. Grosse différence entre le module numéro 1 et notre crédit à reconstitution, c'est qu'au moment où notre emprunteur fait son versement mensuel, les intérêts sont payés à la banque en rémunération du service. Par contre, le montant de capital ne va pas aller boucher au fur et à mesure le trou, comme dans le module numéro 1. Il va aller s'accumuler sous forme de tas à côté du trou qui, lui, reste intégralement ouvert. En termes d'intérêt, cela constitue une petite différence, puisque dans le module numéro 1, notre emprunteur payait tous les mois à la banque l'intérêt sur le solde restant dû, c'est-à-dire sur son crédit contracté au départ, moins ce qu'il avait déjà remboursé. Ici, dans le cas qui nous occupe, notre emprunteur paye l'intérêt sur l'intégralité du montant du crédit à partir du moment où rien n'est venu combler, ne fût-ce que partiellement, le trou. Par contre, à côté de ça, le tas étant considéré comme un placement, lui-même va générer un rendement, sous forme d'intérêt ou autre, qui va faire qu'il va grandir. Petite parenthèse importante, je préfère parler d'intérêt dans ce cas-ci. Pourquoi? Parce que ce tas peut être placé, sans rentrer dans les grandes techniques,
Bien souvent, ce placement est fait sous forme d'assurance vie. Ces assurances vie peuvent être de deux types, branche 21, branche 23. Grande différence entre les deux. En branche 21, le capital est garanti. En branche 23, il ne l'est pas. Même si statistiquement, depuis des dizaines d'années, les marchés financiers, en moyenne et à long terme, sont toujours croissants, nous estimons qu'un principe de prudence, vu les montants, les durées et l'âge à laquelle l'opération va s'achever, il n'est pas raisonnable de placer ce tas en branche 23, mais en branche 21 à capital garanti. Jusqu'à quand est-ce que notre tas vient cohabiter avec notre trou? De façon relativement simple et schématique, jusqu'au jour où le tas est suffisamment grand pour combler le trou, et vient le combler en une fois. Pour certains produits, et principalement pour les EIP, il faut savoir une chose, c'est que c'est l'âge de la retraite qui sera le coup de sifflet qui viendra placer le tas dans le trou. Voyons maintenant les impacts fiscaux de ce dernier schéma. Le dernier schéma lui-même n'a pas de grand impact fiscal. Par contre, et c'est là où ça devient très intéressant, c'est que si on prend notre crédit à reconstitution, que l'on prend notre emprunteur, qui fait toujours le même trou, qui tous les mois paye son intérêt sur l'intégralité du montant du trou, puisque rien n'est venu le combler, mais qu'en lieu et place, au niveau du montant en capital, ce n'est pas lui qui vient constituer le tas à côté du trou, mais la société. Et supposons que cette société puisse déduire à 100% le montant qu'elle épargne ainsi pour le compte de son dirigeant, alors la solution devient excessivement intéressante, puisque cela revient à dire que, in fine, la partie d'achat immobilier qui était financée par cette technique est payée avec de l'argent brut, donc un coefficient de 2 par rapport à de l'argent net, puisque la société, en cotisant avec de l'argent brut, va in fine remplir intégralement le trou, et le trou a servi à financer l'achat immobilier. Pour être clair, supposons un bien qui soit 100% financé par un engagement individuel de pension. Imaginons un appartement ou une maison à 500 000 euros, prix d'acquisition. Eh bien, le fait de le faire intégralement par EIP va générer une économie fiscale de l'ordre de 500 000 euros. Ça peut valoir la peine. Y a-t-il des limites? Ben oui, sinon ce serait facile, tout le monde le ferait. Et quelle est la limite? En fait, ici, il y a un limitateur sur le montant que la société peut affecter à cette épargne au nom du dirigeant. Il y a une limite qui est fonction de sa rémunération. Le but de l'exposé ici n'est pas d'entrer dans les détails de comment est calculée cette limite. La seule chose, c'est qu'on peut lui donner un nom. Elle est couramment appelée par les professionnels la règle des 80%. Et grosso modo, c'est plus la rémunération est importante, la rémunération professionnelle s'entend, plus la capacité est grande pour la société d'épargner pour compte de son dirigeant. Est-ce que c'est linéaire? Non, parce que viennent dans les premières tranches de rémunération la pension légale arrivée à l'âge de la retraite et d'éventuelles pensions complémentaires, type pension INAMI pour les professions médicales, par exemple. Y a-t-il une possibilité, si on ne l'a pas fait, de remonter en arrière? Oui, il existe ce qu'on appelle la théorie du back service. Le back service, c'est selon certaines conditions, de pouvoir remonter jusqu'à 10 ans en arrière. Et donc, en fait, de pouvoir cotiser en une fois ce qu'il aurait cotisé les 10 dernières années si il l'avait fait. Cette opération va en un coup mettre un gros paquet sur le tas. Cette opération peut même éventuellement être financée par un crédit professionnel au sein de la société. Mais, encore une fois, la même limitation intervient, qui est la limitation
de la règle des 80% basée sur la rémunération professionnelle. En finissant ce module sur l'acquisition sur base d'un engagement individuel de pension, nous venons donc de voir 3 méthodes différentes d'acquisition. L'acquisition à titre personnel, avec un financement par crédit hypothécaire, l'acquisition à titre personnel avec un crédit hypothécaire, peut-être plus un crédit reconstitution qui est financé par la société, l'acquisition à 100% par la société, l'utilisation à titre privé avec 2 contreparties ou 2 compensations qui sont d'une part une taxe sur la mise à disposition gratuite du bien et la taxation sur la plus-value à terme. Il nous reste une façon d'acquérir qui n'est pas valable dans tous les cas, mais qui, si l'opération respecte certains critères, va être excessivement intéressante aussi, qui est l'acquisition en démembrement nue propriété usufruit, c'est-à-dire que l'on va scinder le droit de propriété en 2 droits distincts, un droit de pouvoir utiliser le bien et de pouvoir en percevoir les loyers si on ne l'utilise pas personnellement pendant une période de temps. Ce droit est appelé usufruit, nous y reviendrons dans le module suivant. Et un droit de nue propriété, qui est un droit qui ne donne pas droit à grand-chose tant que l'usufruit est en force, tant que l'usufruitier, à savoir la société, va percevoir les loyers ou occuper le bien personnellement, mais qui permettra, au terme de cette période, de récupérer la pleine propriété à titre personnel. Ça, c'est ce que nous verrons dans le module numéro 4. À bientôt!